Bonsoir à tous, bonsoir à tous les quatre, et bienvenue dans Expérience Croisée, la deuxième émission de la Cité du Logiciel. Alors pour cette deuxième, en direct et en public, nous nous retrouvons dans les locaux de la Boîte à Marseille pour débattre et évoquer les retours d'expérience sur l'externalisation au sens le plus large du terme, puisque le sujet de ce soir concerne de l'outsourcing jusqu'à l'offshore. Alors pourquoi, comment, avec qui, dans quelles conditions? Surtout le plus important pour les présents, c'est de comprendre les choix qui amènent à ce type de raisonnement. Tout d'abord, donc merci encore une fois d'être venu, merci d'avoir répondu à cette invitation pour parler de ces problématiques qui sont au cœur de nos métiers. Avant de vous présenter, je tiens à préciser à tout l'auditoire qu'ils pourront aussi à leur tour en fin d'émission poser des questions. Alors pour vous présenter, tout d'abord Alicia Gonzalez, vous êtes à ma gauche. Alicia Gonzalez, vous êtes responsable offshore de Capgemini Sud. Votre société est une des leaders au niveau mondial sur les problématiques de conseil, de services, d'infogérance. Sur votre activité qui est Capgemini Sud, donc aujourd'hui vous êtes basé sur le grand sud de la France, vraiment, puisque vous allez de Bayonne à Nice, dans l'autre sens, ça revient au même. Vous regroupez aujourd'hui, votre entité regroupe environ 1500 personnes, oui. C'est ça, sur une dominante forte aéronautique et puis des expertises sur la problématique de RP, d'outils collaboratifs, d'intégration. Tout à fait. Voilà. J'ai oublié quelque chose dans la présentation? C'est correct. Non, ça va? D'accord. Alors à ma gauche et à votre droite, Stéphane Soto, vous êtes le directeur de Digitech. Pour ceux qui étaient présents à la Software Academy ainsi qu'avec Philippe Ferrier, nous avions évoqué alors le sujet du management de l'innovation. Donc toujours directeur technique Digitech, et votre activité de société, c'est la dématérialisation, entre autres, et le traitement électronique de documents. Oui, effectivement. Voilà. Sur du secteur public, essentiellement. Avec plus de 400 grands comptes, si je puis dire, sur ce domaine-là. Oui, tout à fait. Ouais, on est un grand leader de cette activité. Le leader même, non? Non, l'un des leaders. Philippe Perrier, vous êtes directeur technique de Lefebvre Software. Votre société est le plus important éditeur de la région PACA. Parmi les leaders sur votre marché, je vous vois sourire, mais si, je vous le confirme, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Oh, ça fait dans le top 25 des éditeurs français, si j'ai une bonne mémoire. Donc c'est d'autant plus mérité. Parmi les leaders européens sur les marchés, des solutions RH, comptables et financières. D'accord. Et enfin, notre quatrième intervenant de ce soir, Pascal Marcelan, vous êtes le directeur. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial de Jaguar Network. Votre société est un des importants fournisseurs au niveau de l'externalisation et l'hébergement des systèmes d'information. C'est ça. Votre activité est mondiale, puisque, outre un grand nombre de grandes métropoles françaises, enfin de grandes villes françaises, vous êtes aussi en Suisse, aux Pays-Bas, aux USA, c'est ça? On va être modeste, France-Europe, avec quelques points de présence à l'international. France-Europe avec quelques points de présence à l'international. Bon, vous êtes tous les trois là pour donner vos expériences en tant qu'utilisateurs et fournisseurs de solutions ou de services liés à l'outsourcing et offshore. Quand on commence à parler d'outsourcing, puisque c'est avant de parler d'offshore, on va commencer par se dire quel est le premier facteur, donc l'outsourcing. Les premières choses qui viennent en tête, c'est quels sont les critères qui vont dire demain, moi, en tant qu'entreprise X ou Y, j'ai envie d'outsourcer une partie de mon activité. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est une volonté de se recentrer sur d'autres activités, sur son métier ou sur d'autres choses? Quelles sont les craintes qui sont liées à ça? Est-ce qu'il y a des craintes de perte de compétences, etc.? Quelles sont les relations à mettre en place? Comment manager la relation entre ce nouvel intervenant au cœur de l'entreprise? Et enfin, je pense l'une des questions fortes, c'est comment choisir le bon partenaire et dans quelles conditions? Donc voilà, pour commencer, je vais dire ma première question, ça va être quels sont pour vous les critères qui font dire demain je vais outsourcer telle ou telle partie de mon activité? Allez. Le cas client, on va dire, Stéphane Soto. L'un des cas clients. L'un des cas clients ce soir. Quels ont été ces facteurs-là? Je peux difficilement répondre à la question car notre cas particulier n'est pas un cas général. Nous, ce qui nous a poussé en fait à faire appel à l'outsourcing et puis à l'offshore, puisqu'on l'a mis en œuvre au travers de deux types d'externalisation.
la première pour de la saisie et la deuxième pour du développement. Ce qui nous a conduit à faire appel à de l'offshore, c'est tout d'abord le besoin d'assurer un pic de production, très difficile à mettre en place rapidement, alors que des unités à l'étranger existent et peuvent assurer ces pics-là. Déjà opérationnelles. Elles sont déjà opérationnelles, effectivement, donc c'est d'un grand intérêt pour nous, de façon à être plus réactif et correspondre aux attentes de nos clients. Puis le deuxième critère, bien évidemment, et c'est celui qui revient le plus souvent dans notre esprit, a priori, c'est effectivement le prix, quoi, le coût. Donc ce sont pour ces deux raisons-là que nous avons fait appel depuis plus de 10 ans à de l'offshore. D'accord. Voilà. Ça, c'est des demandes bien souvent qui sont issues d'une demande de ressources humaines déjà opérationnelles à l'étranger. Il y a des critères qui sont bien en amont. Souvent, c'est la compétence qui n'est pas là, qu'on n'a pas dans sa propre société. Et alors, on décide à ce moment-là de consulter des sociétés capables de mettre une infra à disposition de la société demandeuse avec toutes les technos bien souvent up-to-date, un réseau à disposition, de l'énergie à disposition et pouvoir livrer comme ça clé en main la partie à outsourcer. Moi, je peux vous donner un autre exemple qui n'est pas à la vue de ma société actuelle. Donc, c'est pas Capgemini, c'est de mon expérience antérieure. J'étais chez Mars avant, et dans la division informatique. Et dans la division informatique, on avait décidé d'externaliser une partie de l'activité de service informatique. Du système d'information. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Mars, c'est une société qui fait du chocolat. Et à un moment donné, elle a eu besoin de se recentrer sur son métier cœur et laisser, entre guillemets, un peu plus à des professionnels de l'informatique, une partie de leur activité informatique. Ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles on est poussé parfois à faire de l'outsourcing. La vue des prestataires est un petit peu différente. Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Et c'est quoi alors? Mais pour nous, Capgemini, le besoin de faire de l'outsourcing, Ou de l'infogérance. de l'offshoring, nous, Capgemini, parce que nous, on arrive comme société prestataire de services qui offre des possibilités d'outsourcing sur différents modèles. Et un des modèles possibles pour réduire les coûts, c'est de faire appel à de l'offshoring. Mais on n'est pas... je ne considère pas que Capgemini fait de l'outsourcing en utilisant des capacités de Capgemini en Inde. Donc c'est un petit peu la ressource exactement, locale. C'est plus trouver de la ressource là où elle est, avec des compétences, et effectivement répondre à un besoin de réduction des prix par rapport aux clients qui sont demandeurs en fait de baisse de prix. Baisse de prix avec tous les autres critères annoncés avant aussi, sans les oublier. Les termes de compétences, les termes de délai, etc. C'est le dernier facteur. Tout à fait. Philippe Perrier, par rapport à... Voilà, donc nous, la partie réflexion sur l'offshore en tant qu'éditeur, la réflexion à l'époque qui nous avait amené à ce démarrage de cette activité à l'étranger avait été d'une part le besoin à un moment donné de redévelopper l'intégralité de notre offre, donc un besoin en ressources relativement significatif sur une durée, je dirais, qui n'était pas la durée de vie classique. Et deuxième aspect, c'était bien sûr... C'est-à-dire besoin de une équipe plus forte. C'était monter une plateforme technique, de développement technique relativement significative pendant une durée limitée, et ensuite garder une partie de cette structure pour faire un certain nombre de travaux publics. Donc c'était ce qui avait conduit cette réflexion, d'autant plus qu'on avait une filiale dans notre groupe qui avait déjà mené cette opération 15 ans avant et qui avait eu des résultats relativement satisfaisants. D'accord. On parlait de l'ébauche de définition de ces critères-là. Une fois qu'on a cette décision et ces critères en tête et posés, comment, quand et dans quel délai on choisit un prestataire? C'est-à-dire comment on le trouve, qu'est-ce qu'on lui met en avant, qu'est-ce qu'on lui présente? Alors, comment vous avez fait pour en trouver? Comment vous recevez vous aussi les demandes des sociétés et comment on met en place ce type de relation d'externalisation, je veux dire, de la partie informatique? Comment reprenez-vous en fait en main tous ces dossiers-là? Si je peux me permettre, il y a d'abord un effet culturel. La France fait très attention à ses propres données, à sa propre production. Donc, à sa propriété. Donc il y a déjà un gros travail en amont avec les équipes pour arriver à convaincre et à expliquer que c'est possible d'externaliser, de le faire bien, avec sécurité,
mais il faut beaucoup de temps avant que les décisions en interne d'une société soient prises pour qu'elles viennent vous confier une partie de leur production, que ce soit des backups de données ou une production de divers services. Donc ça part de là. Quand vous dites qu'il faut beaucoup de temps, ça correspond à quoi pour donner un ordre d'idée aux gens? Alors, je pense que c'est vraiment dépendant de la taille des projets, de ce qu'on va outsourcer, puisque dans l'infogérance ou dans l'outsourcing, il y a l'outsourcing total. On vous confie, récemment une société nous a confié vraiment sa salle machine, sa salle blanche, qui était dans ses locaux. Ayant atteint une taille critique, elle n'a pas pu continuer à la gérer, donc elle nous a demandé, nous, de faire tout pour elle. Donc là, c'est de l'outsourcing total. Il y a des sociétés qui vont nous demander juste un serveur ou des sociétés qui vont demander juste un pôle de compétences à redistribuer. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre de la taille du dossier et de la criticité pour arriver à dire oui, faire un choix sur l'outsourceur. Chez Capgemini, le retour d'expérience qu'on a sur le sujet de l'outsourcing, à partir du moment où on commence à parler à certains clients d'externaliser une partie de leur production informatique, mais même, par exemple, je parle de Toulouse. On est chez le client, le client est habitué à avoir des prestations in situ, en AT, classique, jusqu'au moment où il va accepter d'externaliser, ne serait-ce que sur Toulouse. Oui, ne serait-ce que la sortie des murs, c'est déjà de l'outsourcing. La sortie des murs, c'est déjà de l'outsourcing. On compte 6 mois, 1 an de prise de décision, de cheminement chez les clients. Et par rapport, vous avez des retours sur un autre vécu ou européen ou nord-américain sur ces délais? Je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes... je pense que ça va vraiment dépendre de la maturité du client. En France, on a certains clients qui sont déjà internationaux, qui ont l'habitude de travailler avec des sites à plein d'endroits. On n'est pas du tout sur la même problématique qu'un client plus franco-français qui a l'habitude d'avoir les gens chez lui. C'est une question de maturité du client. Quelles sont les craintes? On parlera peut-être de maturité avec vos expériences, mais quelles sont les craintes qui remontent? C'est la peur de perdre quelque chose? La peur de... C'est quoi? La peur de perdre le contrôle. Je crois qu'en France, on est très orienté contrôle, on n'aime pas le risque, on aime savoir vraiment ce qui se passe. On a besoin de... sur son réseau aussi, je le mets à l'extérieur, est-ce que je ne vais pas avoir un problème sur de confidentialité des données donc il y a pas mal de facteurs en fait, auxquels il faut apprendre à répondre. Et le grand paradoxe, c'est que pour autant, une fois qu'on a décidé de faire cet outsourcing, il y a ce fameux transfert de responsabilité. Je vous confie mes données, je vous confie cette production, et on met des garde-fous de tous les côtés pour border le dossier outsourcé. Qu'en avait-il été de vous de vos cas, de vos expériences respectives? Tout d'abord, avant, je voudrais confirmer les deux points de vue qui viennent d'être exposés, parce que nous travaillons autour, nous fournissons des solutions qui permettent de travailler autour de la personne physique, du citoyen, du client. Donc, tout d'abord, nos clients, qu'ils soient la Direction Générale des Impôts, une collectivité ou bien une banque, apprécient mal que leurs données puissent être externalisées. Voilà, puissent être externalisées, simplement sorties de nos murs. À l'étranger, à plus forte raison. Par ailleurs, nous-mêmes, nous avons toujours à cœur de garder la compétence technique de nos produits, donc c'est un frein pour nous. Alors maintenant, en matière d'expérience, nous en avons eu 2. Nous avons commencé il y a plus d'une dizaine d'années au travers de la prestation de saisie que nous faisions faire en Inde. Nous l'avons fait faire pendant quelques années au travers de la saisie d'actes d'état civil. Alors d'actes souvent assez anciens. Vous imaginez les problèmes de lecture et donc de saisie. Changement de langue, oui. Ouais, on imagine. On a vécu cette situation en 2 phases. La première, c'est un gain plus important, a priori. La prestation nous coûtait moins cher. Un rendu plus rapide, une restitution des données plus toujours rapide. A priori ou a posteriori là? Et puis ensuite, nos clients nous ont régulièrement renvoyé nos données, nous indiquant qu'elles étaient mal saisies. Et donc, nous avons dû bien souvent les ressaisir en France. Donc, au final, l'équilibre économique que nous avions envisagé est bien loin d'être... n'était pas au rendez-vous. Pour autant, je n'incrimine pas forcément la société avec laquelle nous avons travaillé, un petit peu, mais nous aussi, nous avons été
notamment Ça veut dire dans cette situation. ça sous-entend pas simplement le fait du choix de l'entreprise chez qui on sous-traite, mais aussi de savoir comment on la gère. C'est ça le sous-entendu. Nous n'avons probablement pas su bien faire par nous-mêmes. D'accord. On n'a pas su nous faire aider d'ailleurs pour le mettre bien en place. La deuxième expérience, c'est du développement. Il y a 4 ans, nous avons décidé, en pleine mouvance de l'offshore, de monter nous aussi notre unité de développement en Roumanie. Et par contre, nous avons eu la bonne idée d'avoir une première expérience dans le domaine, je vous en rappelle, de la sous-traitance. Ce que nous avons fait au travers du développement d'une web app, donc fournisseur de systèmes d'information documentaire. Nos applications comportent plusieurs couches, dont un noyau, un socle applicatif dont nous avons gardé totale compétence, et puis des applications web. Et nous en avons fait développer une. Les parties interface intelligente, c'est ça? Voilà, tout à fait. Nous en avons fait développer une en prenant ce qui nous paraissait être toutes les précautions d'usage. Un chef de projet expérimenté, anglophone, des spécifications très chiadées, un suivi constant, et puis 9 mois et 600 ou 700 jours de développement plus tard. Donc un projet pas forcément très important, mais à l'échelle de notre entreprise relativement dimensionnant. Nous avons réceptionné ce produit. Et puis, il n'était évidemment pas à hauteur de nos espérances, puisque nous n'avons pas fait beaucoup de cas de livraison intermédiaire, du suivi. Et donc, ce fut un échec, et la décision consistant à monter une unité en Roumanie est partie dans les oubliettes. avec le projet, avec le produit dans les oubliettes. Voilà. D'accord. Le produit existe, mais nous avons dû faire beaucoup de dev et de documentation autour. Mais ça, c'est sûrement lié. C'était la documentation qui était fondamentale? Non, le produit en lui-même était difficilement exploitable. Ouais. On avait beaucoup de mal à le faire évoluer, était mal né et surtout très très mal documenté. D'accord. Voilà. Et ça, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans. Ouais. Donc Alors bien évidemment, un peu sur les freins, nous avons préféré éviter de renouveler ce genre d'expérience. En fait, oui. Et le retour que vous faites, le retour d'expérience que vous faites, je pense qu'il doit être partagé par la plupart des gens qui ont fait à un moment donné de l'outsourcing, de l'offshoring. En direct. En direct. Savoir qu'à un moment donné, on veut tout spécifier, que ce soit super clair et qu'il y ait juste du développement à faire. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les équipes qui développent derrière n'ont pas compris à quoi allait servir le produit qu'ils allaient faire. Et je sais que chez Capgemini, on a fait des erreurs de ce type-là. Moyennant la taille, on a moins souffert et on n'a pas arrêté l'initiative. Mais on est revenu de cette approche où on spécifie tout dans le détail. On va plus favoriser maintenant une prise de connaissance en amont du contexte, du produit qui a livré. Et on va impliquer beaucoup plus nos équipes qui sont loin aussi, dans les phases même de conception. Pour que le livrable soit en adéquation avec... Et que les équipes qui sont loin aient bien compris la finalité en fait, du produit. Prendre le partenaire d'outsourcing vraiment comme une entité de l'entreprise. Alors elle a beau être proche ou moyennement proche ou lointaine, mais il faut qu'on lui fasse passer un message, une philosophie, un objectif, et pas seulement des doigts qui viennent frapper dans le bon sens sur une machine pour essayer de ressembler à quelque chose. C'est vraiment ce que nous n'avions pas compris. Après, je pense que tout le monde a fait l'erreur. Aujourd'hui, il faut que dès le départ, très en amont, les équipes, même entre les développeurs ou même les gens qui vont héberger et de ceux qui vont l'être, se rencontrent tout de suite, dès le départ, pour avoir les spécificités les plus fines possibles. Qu'on ait un produit. C'est pas simplement prendre la machine et vous donner l'exemple d'une salle blanche, c'était pas simplement prendre la machine sous le coude, la voiture, aller dans une autre salle blanche et la repluguer tout simplement. Non. Voilà, c'est ça qui est fondamental. On aime bien savoir justement ce qu'il y a dans ces machines, ce qui a été développé, est-ce qu'elles ont besoin de redondance, est-ce qu'il y a besoin d'un backup autre part, quelle est la criticité de ces machines pour livrer justement le bon outsourcing. Philippe Perrier. Oui, donc pour revenir, de toute façon, ça va peut-être une redite, mais je pense que du fait que nous, on a voulu monter une plateforme de développement, donc on est tombé dans les problèmes classiques. On a fait ça il y a 5 ans, donc pareil, je pense qu'on est arrivé au moment où on a voulu externaliser une partie de nos structures de développement, quelque part au mauvais moment. Donc nous, la plateforme qu'on a voulu monter, ça a été en Roumanie, avec vocation à cloner ce qu'avait fait l'autre filiale de notre groupe, c'est-à-dire monter notre propre structure, avoir nos propres équipes de chefs de projet de développement.
Donc on a été confronté, donc la décision a été vite prise. Par contre, entre le moment où on a pris la décision, notamment de monter notre structure interne, et le moment où on a réussi à mettre en place quelque chose, il s'est écoulé énormément de temps. D'une part parce qu'on n'avait pas du tout les compétences pour monter une telle structure à l'étranger. On est arrivé à un moment donné où l'offshore était en pleine explosion, avec des problèmes de ressources dans ces pays qui étaient encore pires que chez nous. C'est-à-dire qu'on est arrivé en Roumanie au moment où des Oracle, IBM embauchaient par centaines des ingénieurs. Donc une difficulté énorme à embaucher. Donc avec des cursus universitaires qu'on ne maîtrise pas, autant on est capable de maîtriser le niveau de compétences des ingénieurs en France, autant le niveau d'une école d'ingénieur X ou Y en Les CV ne sont pas les mêmes. Les CV ne sont pas les mêmes. Oui, ça c'est... Des problèmes linguistiques. Donc déjà, nous on a une énorme problématique de mise en place de notre propre structure. Et vu la volumétrie qu'on voulait atteindre, vu qu'on prenait du retard, on a connu la double expérience, c'est-à-dire structure interne et un prestataire externe. Et malheureusement, dans les deux domaines, on est arrivé aux mêmes conclusions, c'est qu'on avait complètement sous-estimé l'aspect culturel de nos produits. Nous, ça faisait 15 ans qu'on développait en interne avec 40 personnes. Et tout cet aspect, on a eu beau faire les meilleures spécifications du monde avec des niveaux de détail, des niveaux d'analyse qu'on n'avait jamais développés chez nous, un temps passé énorme. On a été confronté à ce qu'on avait sous-estimé, c'est que les gens ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire. Alors, nous, en tant qu'éditeur, en plus, on est sur des logiciels, et on est sur un logiciel relativement sophistiqué. Et on a fait cette erreur qui a été complètement masquée par le fait que pendant des années, c'était de l'internalisation. Et donc, les gens qui travaillaient chez nous, avec l'expérience, il y avait beaucoup de choses qui étaient implicites. Et l'implicite, et c'est pour ça que cette implicite attention, c'est pas toujours évident non plus de le faire ressortir, quelles que soient les méthodes d'analyse que vous mettez. Et ça, c'est véritablement la grosse alerte qu'il faut mettre quand on veut externaliser, alors que ça soit en Roumanie, même déjà en France. En Roumanie, en plus, on rajoute des couches supplémentaires de difficultés. Compétences des gens, compréhension des problématiques, culture, parce que c'est vrai qu'un logiciel, on a la façon de le développer ou de le mettre en place en France. Dans ces pays-là, ils ont une vision qui est peut-être un peu différente. Et ça a constitué, je dirais, une partie de notre échec. Et voilà, donc le retard dans la mise en place de la structure, arriver au mauvais moment sur un marché qui était déjà tendu, compétences qui n'étaient pas au rendez-vous, alors que pourtant c'était mis en place. Ce qui a fait qu'il a fallu qu'au bout de 3-4 ans, vu les problèmes de qualité et de compréhension qu'on avait, qu'on revoie complètement ce que l'on externalisait, et on a changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une externalisation de l'intégralité du développement, on a réinternalisé tout le développement du code métier, et on a laissé que les développements beaucoup plus simples et beaucoup plus compréhensibles par les équipes. Donc on a diminué l'équipe de moitié, et on leur a laissé toutes les parties finales, les parties interface, que ce soit sur la partie HTML que la partie reporting. Et moyennant quoi, en un an, tout le processus est complètement inversé, on est revenu à des niveaux de qualité qu'on pouvait attendre. Sauf qu'il a fallu rattraper sur le plan qualitatif 3 ans de travail, sur lequel on avait déjà mis nous des équipes compensatrices en France. Mais quand on regarde l'aspect économique à l'arrivée, c'est un véritable échec. Ça nous a coûté quasiment le double de ce que ça nous aurait coûté certainement. Alors, je ne peux pas en France dire que ça m'aurait coûté 2 fois moins cher, c'est pas évident, parce que on a aussi, pour des questions de compréhension, pourquoi l'externalisation, est-ce que c'était les Roumains? On a fait une expérience en France, c'est-à-dire qu'on a pris une partie du projet et on l'a externalisé en France. Et ça nous a permis de voir l'expérience que vous aviez vue entre les deux aussi qui a joué. Voilà. Et on s'est aperçu que quelque part, on était sur un peu les mêmes problématiques, mais que l'éloignement et la langue avaient rajouté, je dirais, des difficultés. Donc c'est des aspects qui peuvent paraître anodins, pour lesquels on peut imaginer, mais l'aspect culturel, linguistique et éloignement, c'est vraiment des choses qu'il faut énormément travailler dans la phase de mise en place, que l'on n'a pas fait, et malheureusement, on a payé les pots cassés 3 ans après. Donc c'est pour ça que je pense que quand on regarde et qu'on discute avec tout le monde et les structures qui marchent bien sont des structures qui sont beaucoup plus anciennes, qui ont 10-15 ans, et tout le monde vous dit, quelque part, qu'il a fallu 3-4 ans pour roder les structures. Alors que nous, on avait espoir qu'on démarrait ça, on mettait en contact, et que 2 mois après, on commençait à recevoir les premiers développements, et qu'on faisait 2 tests d'intégration, et tout était bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc je crois que c'est véritablement, c'est faisable. Je pense qu'il y a des gens qui réussissent très bien, mais il faut prendre le temps et énormément structurer tout le processus de livraison et de réception. Et d'énonciation aussi de la problématique. Comment? Et d'énonciation de la problématique. Ce que vous entendiez tout à l'heure, c'est... Mais avec cet aspect transfert culturel, alors ça en tant qu'éditeur on y est d'autant plus poussé, mais c'est un peu pareil quand on fait de l'ingénierie, puisque chaque problématique, chaque nouveau projet qu'on développe, il faut que les gens qui développent dessus comprennent, sachant que nous l'ampleur, on était quand même sur un projet de 15 000 jours hommes, donc c'est évident, quand on met des gens qui n'ont jamais vu ce que c'était que notre applicatif, voilà, ils connaissaient les technologies,
Et voilà, on avait complètement sous-estimé cette réappropriation fonctionnelle, un peu aussi trompée par l'expérience positive de notre filiale voisine, mais qui, elle, avait fait ça 15 ans avant et qui, en discutant avec eux, nous ont dit qu'il a fallu 4-5 ans pour que les gens comprennent exactement le même temps que mettent des développeurs en France pour devenir très pertinents dans nos solutions. Et ça, je crois qu'il ne faut pas rêver. Et ça, c'est qu'on le fasse en France, dès qu'on faisait quelque chose avec des gens avec l'expérience et qu'on veut faire la même chose à des gens qui ne connaissent pas, il y a un aspect de prise en compte, surtout dès que les projets sont hyper importants, dès qu'on dépasse des volumétries significatives. Sur un projet de 50 jours, c'est neutral. Sur des projets de 10-15 000 jours, c'est très significatif. Qu'en est-il aujourd'hui, vous deux, je vais dire, dans votre démarche, peut-être pas dans votre cas en termes de problématiques de langue, mais aujourd'hui, comment vous faites pour vous réapproprier cette philosophie et ces habitudes clients, c'est-à-dire toutes les problématiques de non-dit, comment vous faites pour aller les chercher, pour bien comprendre quelles sont les attentes et les problématiques, avant justement de vous approprier, de gérer pour eux, ou de faire gérer, après c'est le cas qui va un petit peu plus loin, ou de faire gérer des équipes qui sont plus lointaines. Dans le cas de Capgemini, je pense qu'on a une force qui est l'existence déjà de la proximité client. La plupart des clients qu'on embarque sur de l'offshoring, ce sont déjà des clients que l'on connaît. Donc généralement, on connaît leur métier, on connaît leurs problématiques. Vous êtes déjà intervenu chez eux dans un premier temps, dans leur mur, oui. En sortie. Oui, donc en interne, on a déjà des gens qui ont la connaissance du client. Ce sont les clients avec lesquels on arrive le plus facilement à travailler et à qui on peut proposer le plus facilement de l'offshoring sans que ça leur fasse peur, parce qu'en interne, on a mis en fait des mécanismes de transfert de connaissances avec nos équipes délocalisées pour favoriser cette prise de connaissances en fait par les équipes délocalisées. Donc ça va passer vraiment par des phases de transfert de connaissances sur site, sur place avec nous, donc par l'intégration en fait des équipes dès l'instant T0, dès l'instant où on reprend un projet, où on reprend. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer, c'est d'abord faire venir. C'est commencer dans cet ordre-là. En fait, en même temps qu'on va mettre en place tous les process qui vont permettre à plusieurs équipes sur des endroits délocalisés de travailler ensemble. Donc, c'est tous les outils de partage, que ce soit des outils de partage de documentation, des outils de communication, parce que ça, c'est la base pour faire des équipes intégrées, one team vraiment. Donc, on va mettre ça en place, on va monter les équipes en Inde et en même temps, on va faire venir des personnes d'Inde dans nos locaux avec nous sur site, proches du client, pour qu'ils prennent toute cette connaissance des enjeux des clients, des enjeux des métiers, et pour que derrière, on y ait bien un alignement sur toute la chaîne, en fait. C'est la réponse de Capgemini. On a parlé beaucoup de problématiques et pas toujours de réussite dans les projets. Comment ça se passe, la gestion de crise? Qu'est-ce qu'il en est réellement de se dire ça ressemble pas à ce qu'on veut? Comment on peut faire du correctif à distance? Comment ça se passe? C'est parce que c'est souvent des sujets qui sont assez tabous, mais qui ont leur importance parce qu'on se dit soit j'arrête tout de suite, ou est-ce qu'on essaye de relancer, retendre une perche, remettre les choses en place, recadrer pour essayer d'évoluer un petit peu plus loin? Comment ça se passe ces périodes-là? Sur notre expérience, nous, comme on était vraiment pris par le temps, on a pris, je dirais, une solution un peu extrême, c'est-à-dire qu'on a arrêté toute une partie de l'offshoring, on l'a ramené chez nous, on a remis en place des aspects de correctif et on a stoppé puisqu'on s'est aperçu qu'il aurait fallu s'arrêter, mettre en place une structure de... On n'a pas envoyé assez de gens de chez nous, chez eux, c'est clair, donc on n'avait pas assez d'osmose et de transfert. La réussite de notre projet, on a réussi à le terminer en des délais corrects. Pourquoi? Parce qu'on a pris tous les sous-traitants chez nous, ce qui a permis d'accélérer tous les processus de communication. Parce que c'est vrai que, notamment quand on reste dans des phénomènes de contrôle qualité, on sait très bien qu'on a beau avoir tous les outils de communication, tous les systèmes de messagerie instantanée, à un moment donné, entre l'ingénieur contrôle qualité et les développeurs qui sont chargés de développer, à un moment donné, il y a des aspects de communication qu'on n'enlèvera pas. Nos métiers, ça reste des métiers d'hommes. On a beau avoir tous les outils, à un moment donné, vous avez de la déperdition. Et ça, si on veut ne pas complètement, je dirais, exploser les délais, à un moment donné, il faut resserrer les équipes. C'est ce qu'on a fait, parce qu'on n'avait plus le temps, je dirais, de le gérer. Mais le vrai regret qu'on a maintenant, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que soit vous les faites venir chez vous et vous
faites de la véritable incubation chez vous, soit vous envoyez des chefs de projet, nos chefs de projet, il aurait fallu les mettre là-bas de situ et les laisser pendant une année ou deux. C'était le seul moyen de faire un véritable transfert culturel et de compétences, indépendamment même de tout ça. Je pense que c'est là où nous, on n'a plus eu le temps, donc on a un peu cassé le modèle, on a quand même gardé l'offshore pour les choses simples, donc moyennant quoi on a beaucoup moins de problèmes, la qualité est revenue, mais tous les aspects complexes, on les a ramenés chez nous parce qu'on s'est aperçu qu'au-delà même du développement, les processus de contrôle qualité, débugage et recontrôle, à distance, on rentrait dans des spirales infernales. Pas qu'on n'arrivait pas à le faire, mais c'est que ça prend un temps infini. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que la qualité soit d'autant plus au rendez-vous initial, parce que les processus itératifs de correction, à l'extérieur et à distance, c'est très complexe. Ça, je peux vous le garantir. Donc, si on fait de l'offshore, il faut en plus se garantir d'une très bonne qualité initiale, de façon à ce que les tests d'intégration chez vous, entre guillemets, ne soient que des tests de formalité. En tout cas, c'est la vision nous qu'on a de... C'est ce qui s'est passé en tout cas. C'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on a pu rattraper le projet, le remettre à flot et le sortir dans des délais où le produit va sortir. Et voilà. Mais le temps consommé, l'énergie par tout le monde et nos équipes en France, a fait qu'on aurait pu s'économiser du temps en prenant plus au début. Mais ça, c'est l'expérience qui... Voilà. Tant qu'à faire, autant faire passer l'expérience aux autres pour qu'ils y réfléchissent. Et je ne peux que confirmer sur nos projets aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de la phase amont où on faisait venir, pour qu'ils connaissent. La phase aval, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en période d'intégration, on va faire venir une partie de l'équipe qui est délocalisée sur site. Tout le monde est ensemble. Ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois. Mais pour garantir en fait cette réactivité face à des correctifs qui arrivent de toute façon en phase d'intégration. Par définition, il y a des corrections à faire. Donc, et ça garantit effectivement une réactivité qui permet que le projet soit livré en temps et en heure et qu'il n'y ait pas de débordement. Sur les projets, les plannings. Okay. Stéphane Soto, par rapport à ce cas-là, comment ça s'est passé, vous, cette gestion de crise entre le moment où vous avez décelé que ça n'allait pas marcher, que ça n'allait pas fonctionner, que le projet commençait à dévier un petit peu trop et la fin... Malheureusement pour nous, nous en sommes véritablement rendus compte très tard. Donc, dans une période de crise, nous avons été très réactifs, mais malgré tout, nous n'avons pas réussi à récupérer la situation. Réactifs comment? En multipliant les vidéoconférences, en envoyant le chef de projet sur place en temps continu, un petit peu comme vous, en tentant de donner de nouvelles instructions, de modifier certaines spécifications pour que nos attentes, nos besoins soient mieux compris. Malgré tout, le produit étant mal né, l'application étant mal née, nous n'avons pas réussi à revenir dans les clous de ce que nous avons adressé là-bas. Oui, tout à fait. Nous étions en mode panique, donc dans ces situations, difficilement... c'est dur de prendre une bonne décision, oui. Même si elle existe, en plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Effectivement, on peut difficilement revenir à une situation stable, d'autant plus que le chef de projet ayant probablement senti avant nous le vent tourner. C'est parti. Non, on n'est pas parti, mais ça n'est pas forcément exprimé en ces termes. Donc, le temps que nous comprenions ce qui était en train de se passer, c'est encore écoulé un petit peu de temps. Ce qui a probablement dû nous achever, je pense. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour vous dans votre activité? C'est peut-être pas un petit peu différent, je pense. Non, gestion de crise, Jaguar Network, on ne connaît pas, puisque c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on ne lui parle plus. Ça va faire des jaloux, attention. Peut-être. Jaguar a mis en place un réseau, des salles d'hébergement, un backbone redondé, des équipements de très haute technologie avec beaucoup de sécurité pour justement se prémunir de ça, pour ne pas avoir à gérer si on doit héberger quelqu'un que les machines tombent ou autre. Donc la gestion de crise, on ne la connaît pas à cause de ça, parce qu'il y a une infra qui est en place et qui est dimensionnée pour pouvoir recevoir les gens qui veulent nous confier leurs données ou les backuper. Comment ça se passe quand on parle d'externalisation de data ou d'applicatifs qui est
dans votre cadre de métier. Vous disiez on va apprendre, au-delà de la machine, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche, etc. Les gens conservent la main en pilotage ou est-ce que c'est... Je comprends la question. Il y a en fait deux types d'infogérance. Il peut y avoir une infogérance partielle où on nous dit je mets chez vous mes données sur vos machines. Donc moi je vais fournir l'environnement informatique, télécom, énergie, climatique, et la société extérieure va mettre donc ces données et elle à distance ou en venant dans nos salles d'hébergement travailler dessus. Ou alors on nous demande totale avec des ingénieurs de chez nous qui peuvent aller jusqu'aux couches applicatives et venir travailler sur la plateforme confiée. Si tant est que les plateformes confiées ne soient pas des plateformes trop exotiques. C'est une chose qu'on a horreur chez Jaguar, c'est la gestion de tickets et des sociétés qui nous appellent 10 fois par jour pour régler sans arrêt leurs applicatifs. C'est chronophage et on préfère mettre des plateformes stables tant sur les machines que sur les applications pour ne pas avoir à gérer ça. C'est un petit peu ce découpage-là que vous avez remis en place par la suite, c'est-à-dire externaliser simplement de petits blocs applicatifs, c'est ça? Complètement. Sachant que nous, notre chance dans notre malheur, c'est que la seule chose dont on s'était prémunis, c'est qu'on avait mis en place, parce que c'est vrai que ça nous effraie un peu d'externaliser notre valeur ajoutée, notre métier, parce que quand un éditeur fait développer son outil, c'est-à-dire son métier, ce qu'il vend, c'est son métier. Parce que nous, une fois qu'il est développé, après on le commercialise plusieurs fois. Donc c'est pas un projet d'ingénierie qui va servir à un client. Donc c'est vrai que heureusement, c'était prémédité en mettant en place des normes de développement et des normes techniques très rigoureuses. Et c'est là où quelque part on n'a pas vu, et on a mis du temps à s'apercevoir, c'était plus sur les aspects métiers, règles de gestion, qu'on n'a pas vu, je dirais, ce manque de compréhension et de culture. Par contre, sur le plan technique, les fondements de l'applicatif ont été développés suivant les spécifications. Et tous nos outils de contrôle automatique, technique pure, sont toujours passés. Et c'est en ça, quelque part, on a mis du temps à découvrir. C'est que quand on a commencé des tests d'intégration un peu puissants, et puis sans s'en aperçoit pas, dans les premières transactions qui sont simples, parce que quand c'est simple, les gens arrivent à le faire. Et c'est quand on a commencé à attaquer les vraies transactions métiers, où on a 200, 300 vraies transactions complexes, on a commencé à avoir toutes ces problématiques liées à cette compréhension. Donc, quelque part, ça a été en même temps dur, mais facile de faire un diagnostic en disant voilà, le problème il n'est pas technique, il n'est pas éminemment technique, il est surtout culturel et de compréhension. Ouais. Donc il faut vite ramener le code métier chez nous, le faire débugger chez nous et laisser ce qui est simple et sans trop de réflexion. Voilà. Donc l'aspect interface IHL. Et quelque part, les gens comme les humains, sans jugement de valeur, c'est des gens qui préfèrent ne pas prendre trop de risques et faire des choses qui sont simples et sur lesquelles ils ne se tromperont pas, que plutôt des choses très complexes. Et en fin de compte, ce retournement, je dirais, sous-traitance qu'on a fait, convient très bien, ça marche bien depuis 1 an et demi, 2 ans. Eux sont contents, ils ont un très bon taux de production. Et nous, quelque part, ça nous arrange, puisque en plus, même en France, c'est pas des choses fortement à forte valeur ajoutée. Et on sait que les ingénieurs en France, c'est pas leur dada de gérer ces aspects-là. Donc, mais voilà, il a fallu du temps pour qu'on comprenne ça et qu'on s'organise, je dirais, pour mettre ça en place. Après, le devenir, on n'est plus du tout dans les mêmes objectifs qu'on avait au début, c'est de monter de véritables plateformes d'expertise dans ces pays. Parce que voilà, on n'a pas de chefs de projet qui sont hyper compétents sur nos produits. On a des techniciens qui vont nous permettre de gérer qu'une partie de nos développements. Donc on est un peu en déphasage avec notre projet initial il y a 5 ans, qui était de mettre en place une véritable cellule d'expertise. Mais peut-être par contre plus en face avec votre métier, vos besoins et... Sachant que c'est vrai que maintenant que les compétences acquises, maintenant que le produit fini, de toute façon les besoins vont retomber en volumétrie, on va revenir, voilà, parce que c'est clair que réécrire un produit pour nous c'était quasiment doubler nos structures de développement. Donc on reste une taille à entreprise relativement, voilà, on était entre 45 et 50 en R&D, il fallait passer à 100 pendant quasiment 2-3 ans. Donc ce qui est pas évident pour des entreprises comme les nôtres qui sommes 200-210 personnes. Hein. Donc il faut quand même voir le ratio que ça demande. Donc c'est en ça aussi on s'était posé cette question. C'est la souplesse entre guillemets quelque part de ces pays et les technologies. Là où on s'était complètement trompé, c'est la complexité de notre offre et la difficulté des gens pour se l'approprier. On voulait faire ça dans un délai très court. Je crois que c'est là où ces paramètres n'étaient pas forcément compatibles. On fait un petit peu aux critères. Au début de notre enregistrement, on parlait de critères financiers, mais avant on avait parlé de critères de compétences. Là, on en ressort un qui a une problématique. Ah ben là, l'aspect financier, il est égal à 0. Là, c'est le ROI, il est quasiment même négatif. Si on fait les comptes maintenant, on n'est pas loin du négatif. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a une frilosité, alors que ce soit dans l'hébergement de machines ou dans l'outsourcing d'hommes pour du développement,
qu'il y a une frilosité latente qui perdure. On sent une émergence pour autant de gens qui disent oui, on veut confier, mais comme Madame le disait tout à l'heure, ça prend un timing de réflexion qui est quand même très très long. Je pense que les gens prennent conscience, juste pour terminer, ils prennent conscience maintenant avec les retours d'expérience que le ticket d'entrée de l'offshore n'est pas gratuit. Voilà. Je pense que les erreurs que font beaucoup de PME comme nous, c'est qu'on a du mal à mettre ce ticket d'entrée. Et voilà, les grosses sociétés comme Capso l'ont fait, et maintenant ça devient complètement terrain, et c'est des modèles qui marchent. Mais peut-être même dire aussi que c'est quand même un métier que de faire du pilotage. Absolument. Parce que c'est ça qui est fondamental dans ce que vous avez pu retranscrire, c'est méthodologie des hommes, etc. Avant de parler finance et objectifs, mais s'il y a un vrai métier. Réussite, hein. Si vous avez un acteur local qui peut bien infogérer mais qui est mal piloté, si on ne lui donne pas les bonnes inputs, les bonnes directives, effectivement la mixité des gens entre les locaux et ceux qui vont développer, c'est un produit qui a des bases, des fondements mauvais et qui n'aboutira pas. Il y a un critère aussi qui est déterminant, c'est la communication. Absolument. Arriver à converser avec nos interlocuteurs, c'est pas forcément très simple. Le décalage horaire, la barrière de la langue. Nos ingénieurs, là, qui sont les plus compétents, ils sont pas forcément. J'espère qu'ils regardent ce soir. Les plus communicants. Alors, il ne faut pas qu'ils écoutent maintenant, c'est ça? Il y avait 2 secondes. Non. Enfin, une chose est sûre, comme dit M. Soto, la communication prépondérante. Et une de vos questions, c'était où la clé de la réussite ou comment on peut être sûr de son prestataire. Ben, ça passe par une multitude de rendez-vous, une multitude de soutenances, une multitude de contacts, même, on parlait des moyens de communication, de mails, d'échanges. S'il faut faire visiter 10 fois une salle, on la fera visiter 10 fois. S'il faut être en contact avec l'avant-vente, on le fera, pour être sûr de ne pas se tromper. Et ça passe par le facteur déterminant qui est la communication. Surtout quand il y a de l'offshore à l'international. Aujourd'hui, la frilosité latente que vous évoquiez, il faut peut-être la nuancer parce qu'en matière d'hébergement, c'est de moins en moins vrai. On le sent, il y a une émergence effectivement pour la partie machine. Ouais, voilà. Moins peut-être pour les machines aujourd'hui, si tant est qu'on soit sûr que les données qu'on va confier seront bien avec des pare-feux comme il faut, avec des matériels nécessaires à retrouver la qualité de service et de sécurité qu'on avait chez soi, qui bien souvent est moins bonne qu'à l'extérieur. Hein. Mais pour la partie développement humain, effectivement, ça reste. Cette nuance-là que je voulais. Ouais, je comprends. Ouais. Qu'en est-il des problématiques légales? Alors qu'elles soient comment gérer une externalisation, comment gérer sa propriété intellectuelle, comment gérer sa confidentialité. C'était un des sujets que Pascal Marcelin évoquait au début, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans ces dossiers-là? Comment se protège, enfin, si tant est qu'on peut se protéger, et comment on fait confiance et de quelle manière on entérine et on met en place cette confiance? Je pense qu'il y a une réponse à 2 niveaux. Il y a d'abord la réponse outsourcing. Oui. Déjà, c'est une première étape, je pense, par rapport à la confidentialité. Clairement. On en parlait déjà tout à l'heure. Outsourcing, offshoring, la problématique est la même. C'est-à-dire que Capgemini récupère un projet à faire dans ses locaux. La problématique de confidentialité, protection des données va être la même que si on le fait en Inde, au Maroc. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, vous signez des contrats de droit français. Alors, oui. Et ensuite, c'est vos activités qui sont... Oui, le montage de Capgemini fait que pour les sociétés clientes, ils traitent, c'est un contrat de droit français d'une société française à une société française, d'une société anglaise à une société anglaise, et que ensuite c'est Capgemini qui a ses propres entités, qui gère Capgemini Worldwide, exactement, c'est flux interne. Donc le client, en fait, en utilisant des sociétés comme Capgemini, s'affranchit des problèmes. C'est du local au titre de la planète en termes d'activité, mais ça reste un one-to-one proche pour l'entreprise. Exactement. Dans le cas de la Roumanie et enfin des différents pays que vous avez eu à vivre, qu'est-ce qu'il en a été des contrats que vous avez pu passer? Vous les avez passés en droit français? Alors nous, on n'en a passé qu'un en Roumanie avec une société qui était représentée localement en France. D'accord. Ce qui ne nous a pas garanti plus de sérieux.
En tout cas, je vous remercie tous les quatre d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci d'être venus de Toulouse ce soir avec nous. Merci à tous. J'espère en tout cas pour les gens qui ont été présents parmi nous dans la salle et qui nous écouteront sur le web, qu'ils auront pu apprendre et essayer en tout cas à l'avenir de se poser les bonnes questions. Merci encore une fois et bonne soirée. Merci.